Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. La programmation dynamique pour sauver Jules Verne, j'ai en fait envie de vous raconter un souvenir d'une expérience, l'expérience d'un moment où ça fait tilt. Parce que la programmation dynamique, c'est pas très intuitif, et moi je me souviens très bien de cette impression de Eureka, quand d'un seul coup j'ai compris comment ça fonctionnait. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et j'aimerais bien essayer de partager cette expérience avec vous aujourd'hui. La programmation dynamique, c'est ce qui permet de résoudre des problèmes un peu comme ça. Je vous le donne en quelques mots. J'ai 5 courbes. Sur chacune des courbes, j'ai tous les pas horaires sur une année. Et je vais chercher le coût minimum en passant d'une courbe à l'autre, mais avec une contrainte assez forte. Je n'ai le droit de faire que 2 changements sur 24 heures. Et ça, c'est un exemple que j'ai eu dans ma vie professionnelle pour de vrai. Ce qui est assez rare quand on fait de l'algo. Qui je suis? Je suis Gaëtan, je suis un développeur Java, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, et je travaille pour Meritis, qui est une ESN française, qui a aussi une antenne à Nantes, et qui recrute. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter sous le nom Gaëtan. Voilà. Alors, on va faire un petit voyage ensemble aujourd'hui. On va d'abord parler un petit peu d'histoire, pour comprendre d'où ça vient, ce terme de programmation dynamique. Et puis ensuite, on va voyager un peu plus loin, jusqu'à la Lune, et puis sous les mers. Et enfin, on ira à la bibliothèque jouer avec les livres de Jules Verne. Dans notre voyage, on va avoir différents problèmes qui vont nous permettre de découvrir petit à petit les concepts qu'il y a derrière la programmation dynamique. Et j'espère les partager avec vous pour que vous aussi, vous ayez ce Eureka. Vous me direz après. Une histoire. Alors, la programmation dynamique, c'est lié à un homme, Richard Bellman, qui est né en 1920 et qui était un mathématicien. Ça, je vois sur son tableau, il fait des maths. Il est connu pour plusieurs choses. D'abord, l'équation de Bellman, qui est celle qu'on va trouver dans la programmation dynamique. C'est le truc. Une autre en dessous, Hamilton-Jacobi-Bellman. Il paraît que certains l'appellent HJB, moi je ne fais pas ça, qui est à peu près la même que celle d'en haut, mais on est passé du discret au continu. Je ne sais pas à quoi elle sert, mais elle est jolie. Et c'était quelqu'un qui avait aussi pas mal d'humour et son franc-parler, et donc il est aussi très connu pour avoir râlé sur la dimensionnalité. Le fléau de la dimension, c'est quand on passe quelque chose qui est dans le plan à la 3D, par exemple, d'un seul coup, le problème il devient beaucoup plus complexe, et ça le faisait un peu rager. Donc ce mathématicien, dans les années 50, c'est ce qu'il nous raconte dans sa biographie, il nous explique, dans les années 50, il avait un patron qui détestait tout ce qui avait trait à la recherche. Il le détestait de façon... Oui, vraiment beaucoup. Richard était mathématicien, c'était pas vraiment non plus son meilleur ami, et donc pour essayer de faire passer ses travaux un peu sous le radar, il s'est dit je vais mettre dynamique. Dynamique, c'est un mot, personne ne peut être contre quelque chose de dynamique, c'est bien dynamique, donc je vais appeler ça la programmation dynamique. Programmation, dans les années 50, ça ne voulait pas dire les trucs avec les ordinateurs, ça voulait dire faire des programmes, comme des calendriers. Et il travaillait dans des optimisations de construire des calendriers. Et donc il appelait ça programmation dynamique. C'est une très belle histoire, mais elle est complètement fausse. Désolé. Parce que ce fameux patron qui détestait tout ce qui avait attrait aux maths et à la recherche, il est arrivé plusieurs années après qu'il ait publié ses travaux qui parlaient de la programmation dynamique. Donc une explication un peu plus rationnelle sur pourquoi dynamique, c'est parce que dans la programmation dynamique, on va regarder des problèmes où on a des choix répétés à faire, et c'est de là que viendrait le côté dynamique. Et donc, première chose à retenir, c'est une méthode de création d'algorithmes, ce n'est pas un algorithme en lui-même, pour résoudre des problèmes d'optimisation, d'énumération, et on va découvrir ça ensemble. De la Terre à la Lune. C'est le premier roman auquel j'ai pensé quand
quand j'ai vu que le thème c'était Jules Verne, je me suis dit, de la Terre à la Lune, j'adore l'histoire. Je suis après retourné voir, en fait, je n'avais pas du tout conservé la vraie histoire dans ma mémoire, mais c'est une autre histoire. Donc de la Terre à la Lune, c'est un groupe d'ingénieurs qui va se mettre d'accord pour d'abord envoyer un boulet de canon depuis la Terre sur la Lune. J'ai jamais trop bien compris pourquoi. Puis ils changent d'avis et ils vont faire un obus, comme ça ils vont monter dedans, ils vont pouvoir partir. Et dans le roman, ils y arrivent et il y a une suite où ils font le tour de la Lune, ils font plein de choses. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est sur le trajet entre la Terre et la Lune, il y a des météorites. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il y en a plein. Ou pas, bref. C'est le problème qu'on va avoir. On a la carte des météorites entre la Terre et la Lune, avec la Terre en haut à gauche, la Lune en bas à droite. Chaque case va représenter une densité de météorites. Avec le noir, il n'y en a pas beaucoup, le blanc, il y en a beaucoup. Et on a une règle supplémentaire, on avance soit vers la droite, soit vers le bas, parce que comme c'est propulsé, on ne peut pas vraiment faire demi-tour. Par exemple, je peux suivre ce trajet sur cet exemple, où je vais rencontrer 100, 80, 10, 20, 30, 80, 95, et au total, j'aurai un score de 415. Le but va être d'avoir le score le plus faible possible. Un autre exemple en bleu, où là, j'ai un score qui est un peu plus bas. À vous, est-ce que vous arrivez à trouver le minimum sur cet exemple 4-4 ? Combien ? Est-ce que j'ai pas entendu ? Tu peux répéter ? 215, c'était un peu trop bas. Tu as dû faire une petite erreur. Bon, on va le chercher ensemble. Une chose à retenir sur cet exemple, on voit là sur si on prend le minimum à chaque fois, on pourrait se trouver dans la situation où on arrive sur le 15, parce qu'on a pris à chaque fois la valeur la plus petite qui était juste voisine, et si on passe par ce chemin qui passe par le 15, on ne va pas trouver le minimum. Donc ce n'est pas un minimum local qui va nous permettre de construire la solution globale. On est obligé de parcourir l'ensemble des cas possibles, on fait une recherche exhaustive, celle qu'on appelle force brute. On teste tout, on garde le meilleur. On commence au départ, puis on va faire pas à pas tous les chemins possibles. Et voilà ce que ça donne. Un joli arbre. Et vous trouvez la solution, c'est 320, et il y a deux façons d'y parvenir. Ça peut se coder. En fait, c'est un algorithme assez simple, le récursif, un parcours d'arbre. Si ma position, c'est la destination, j'ai fini, je ramène juste le coup de la position. Sinon, un petit cas particulier sur le bord, parce que j'ai qu'un seul chemin possible. Et puis sinon, j'ai le minimum de soit je vais en bas, soit je vais à droite. Ça se code très simplement, même si c'est du Java. Il y a un code of conduct, vous n'avez pas le droit de vous moquer des langages. Et en plus, c'est le mien. Et on retrouve nos deux spécificités avec le cas sur un bord et la destination finale. On va essayer de comprendre la complexité de cet algo, de cette implémentation. Donc là, je vous ai remis l'exemple jaune et l'exemple bleu. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a à chaque fois 3 fois aller vers en bas et 3 fois aller vers la droite, et on doit arranger ces choses-là. Donc c'est un arrangement qu'on va devoir faire. On doit trouver où est-ce qu'on place ces 3-là parmi les 4 possibilités possibles. Donc il y en a 20 dans notre cas-là, et il y a une belle formule mathématique, combinaison avec répétition. Dans notre cas, on doit en choisir n parmi n plus 1, ce qui nous fait un 2n factoriel sur n factoriel au carré. Moi, je n'ai pas une intuition très grande de ce que c'est, alors je l'ai tracé pour voir ce que ça donne. Et je l'ai calculé pour 512, ma carte de départ, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc on va devoir être un peu plus malin que ça. Qu'est-ce qui se passe quand on calcule la case là, qui est en rouge? On va avoir besoin de calculer celle qui est en bleu et puis celle qui est en jaune. Et quand on calcule la case qui est violette, on va devoir calculer la case qui est orange et la case qui est jaune. Et là, tout le monde a pu voir qu'il y avait 2 fois jaune. Oui, on calcule plusieurs fois les mêmes choses.
Sur l'arbre complet que je vous ai tracé, je les ai coloriés pour bien voir ceux qui étaient pareils. Et on voit que sur les 20 feuilles que j'ai tout en bas, en fait, il n'y en a que 4 différentes. Donc on va faire de la mémoisation, on va rajouter un cache. Alors mémoisation, c'est un terme qui est super classe. Il faut surtout ne pas le confondre avec mémorisation. Mémorisation, c'est un truc de tous les jours. Mémoisation, c'est quand on est un geek, on fait de l'IT, on fait de l'informatique. Mémoisation, ça veut dire je note sur un mémo quelque chose pour pouvoir me le rappeler plus tard. Mémoisation. Mémorisation, on l'apprend par cœur. Donc on ajoute un cache à notre récursion. C'est super simple. Je l'ai mis en bleu. Si c'est dans le cache, je ramène la valeur. Sinon, je la mets dans le cache. Même en Java, ça se fait super bien. Et je mémorise ce qui est calculé. Et ce qui est important ici, c'est que notre cache, il marche parce qu'on a des sous-problèmes qui vont se chevaucher. On recalcule plusieurs fois les mêmes choses parce que ça se chevauche. Et cette fois-ci, par design, on ne calcule qu'une seule fois chaque case. On a donc l'ensemble de nos cases, on est sur n carré, donc vu que c'est une grille de côté n, et en temps, et aussi en espace, parce que notre cache va contenir tous les éléments de notre grille. Si je remets un petit peu sur le côté notre problème, je vous le dessine comme un graphe avec les positions, ça revient à faire un parcours de graphe. Je vous ai mis les poids sur chacun des nœuds, et on va chercher un chemin minimal sur notre parcours du graphe. Vous êtes peut-être plus habitué à les avoir sur les arêtes que sur les nœuds, mais c'est exactement la même chose. Et ce qui est important, c'est que dans la programmation dynamique, on va utiliser le fait que notre problème peut se décrire comme un parcours de graphe. Alors, un parcours de graphe qui peut être, dans certains cas, quand on cherche une optimisation, un minimum ou un maximum, ça va être un chemin le plus court ou le plus long dans un graphe. Et dans des cas différents, ça va être juste un parcours avec une fonction différente. Et là, M. Bellman, qui était mathématicien, nous a dit quelque chose qui va être la première brique de la programmation dynamique. Un chemin optimal est formé de sous-chemins optimaux. À première vue, on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. Moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai imaginé un triangle, et j'ai l'impression que le chemin le plus court, il n'était pas forcément composé des autres. Donc, ce n'est pas du tout ça. Ce qu'il nous dit, c'est que si le chemin que j'ai tracé là, il est optimal, le chemin bleu et le chemin rouge, qui appartiennent au chemin complet, ils sont aussi optimaux sur leur sous-problème. Donc là, ça me fait tout de suite beaucoup plus de sens. Bon, il l'a écrit avec des maths parce que c'était un mathématicien, mais globalement, ce qu'il nous dit, on va prendre tous les chemins possibles, et ce qu'on sait à chaque fois, c'est qu'on peut reconstruire le chemin complet à partir de ces sous-chemins. En pratique, pour énumérer, on va essayer toutes les possibilités. Donc, pour savoir si je dois passer par le nœud vert ou le nœud bleu, je vais essayer les deux, parce que ce principe d'optimalité fait qu'on peut reconstruire la solution complète à partir de ces sous-solutions. On a ce qui s'appelle une condition d'arrêt sur le dernier nœud de mon graphe, et à partir de là, j'ai une récursion comme on la voit classiquement quand on écrit son expression. Et notre algorithme récursif, il va faire les calculs dans un certain ordre, et cet ordre-là, il est intéressant parce que ça va nous permettre de l'écrire dans l'autre sens. Notre algorithme récursif, je commençais sur la première case, puis il allait construire par sa chaîne d'appel pour arriver à mon nœud terminal. Et là, on va pouvoir le faire dans l'autre sens. Je vais partir de mon nœud terminal et je vais reconstruire ma solution dans l'autre sens. On peut voir ça avec du code. J'ai mon tableau tout en haut. Et puis je vais remplir le tableau au fur et à mesure. Et si vous êtes avec une bonne vue, vous voyez que ma boucle for, elle commence par la dernière case et elle va remonter dans l'autre sens. Je construis la solution par remplissage, c'est très équivalent à je pré-remplis le cache pour éviter d'avoir ces appels récursifs à faire.
dans cette construction itérative, pour calculer le point bleu, j'ai besoin de connaître la case qui est juste en dessous. Pour le point suivant, j'ai besoin de la case à droite et en dessous, et ainsi de suite. Et puis là, je vous l'ai mis de façon très évidente, on n'a besoin que d'éléments qui sont juste à côté. On a à chaque fois besoin que d'une seule ligne d'éléments. On va ne conserver que les états nécessaires, ça va nous faire une économie d'espace. Donc là, ce qui a changé, c'est que ligne, maintenant, c'est un tableau à une seule dimension. Et mon algorithme est maintenant beaucoup plus économe en espace. Le temps, c'est la même chose. Et on est donc en n carré. Voici le super résultat sur la grande carte, en bleu. Et là, je vous mets en douce deux petits mots, bottom-up et top-down, qui ne servent pas à grand-chose à part... je ne sais pas à quoi ils servent. Top-down, c'est la récursion où je commence en haut avec mémorisation. Bottom-up, c'est dans l'autre sens, avec un tableau de façon itérative. Il faut les dire quand on parle de programmation dynamique, mais ça ne sert à rien d'autre. Voilà. Revenons sur Terre, et puis allons dans les mers. On va essayer d'aller 20 000 lieues sous les mers. Vous êtes venus surprendre un secret que nul homme au monde ne doit pénétrer, le secret de toute mon existence. Et vous croyez que je vais vous renvoyer sur cette terre qui ne doit plus me connaître? Jamais. En vous retenant, ce n'est pas vous que je garde, c'est moi-même. C'est Nemo qui dit ça aux 3 naufragés qu'il a recueillis et qui refusent de laisser partir. Et petite anecdote, c'est le 5e livre le plus traduit au monde, 20 000 lieues sous les mers. Et encore une fois, j'étais complètement à côté de la plaque sur mes souvenirs. Je vous propose un problème un poil différent. Le Nautilus, il descend dans les profondeurs, c'est un sous-marin, et à chaque minute, il peut choisir sa vitesse. Est-ce que je descends à 1 lieue par minute, à 2 lieues par minute, à 3 lieues par minute? Et on va chercher de combien de façons différentes je peux descendre sur le trajet complet de 20 000 lieues. Alors, 20 000 lieues sous les mers, ce n'est pas du tout une descente normalement, c'est à l'horizontale, c'est 20 000 lieues de voyage en sous-marin. Mais ça, je l'ai appris trop tard. Donc voilà. Si je suis à vitesse constante, tout doucement, j'ai ma courbe rouge, un peu plus vite en bleu, encore plus vite en vert, et puis si je modifie un peu ma vitesse, je vais pouvoir avoir plein de choses différentes entre ces 3 courbes. Un exemple pour seulement 10 lieues, je peux faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ou alors alterner des 1 et des 2, et puis des 1 et des 3, puis des 1, des 2 et des 3, et avoir comme ça à chaque fois une courbe de descente différente. Alors, à votre avis, pour 10 lieues, combien de façons sont possibles? Je vais vous demander de lever la main pour voir votre intuition. Qui pense que c'est plutôt le A, 5768? Ok. Qui pense plutôt le B, 274? Ou le B a beaucoup de suffrages. Et le C, 81? C'est globalement assez équilibré. On va découvrir tout ça ensemble. Et surtout, comment on peut le résoudre pour que vous sachiez aussi le faire. Parce que ne me faites pas confiance. Pour 10 lieues, ça va revenir à compter le nombre de chemins possibles sur ce graphe. J'ai tracé le 1 par 1, puis le 2 par 2 et le 3 par 3. Pour regarder tout au bout, quand je suis sur la 10e case où je vais avoir mon résultat final, et ça va être la somme de je viens de la vitesse à 1 lieue par minute, plus celle où je vais à 2 lieues par minute, plus celle où je vais à 3 lieues par minute. Et donc, f de 10, c'est f de 9 plus f de 8 plus f de 7. À partir de là, j'écris ma belle équation, et puis j'ai mes cas aux limites. Si je suis inférieur à 0, dans ce cas-là, ça va être 0. Si je suis sur la première case, j'ai une façon d'y arriver, et puis ensuite, je vais continuer à faire grandir. Et donc, on l'écrit tout simplement, je l'écris directement avec le cache. S'il est dans le cache, je le retourne, sinon, j'ai mon addition. La complexité est très facile à calculer. J'ai n éléments, et donc je passe de 1 à n, je serai sur du linéaire, à la fois en temps et en espace. Je vous ai noté
les n-2, n-1, n, et puis voir comment ils évoluent. Et on remarque quelque chose, là je vais regarder le 7 qui est en bleu. Le 7, quand il arrive, c'est la somme de 1 plus 2 plus 4, et il a besoin d'aucune autre information. À chaque fois, on n'a besoin que de ces 3 informations-là pour calculer l'étape d'après. Et donc, je vais pouvoir avoir simplement 3 variables d'état sur lesquelles je vais faire passer à chaque fois mes transitions. Et donc, je l'écris de façon tabulaire directement avec juste les états dont j'ai besoin. 3 petites variables et la boucle for. C'était 274. Donc, 81, c'est quand on s'arrête à 8. Et 5768, c'est quand on va jusqu'à 15. Donc ça va grandir très 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 vite. On va aller un tout petit peu plus loin, parce que pour 20 000, en fait, c'était facile, mais on peut faire le même exercice avec des nombres beaucoup plus grands. Cette transition où je fais passer les choses de l'une à l'autre, je l'écris légèrement différemment. Je vous ai rajouté des petits zéros là, un peu en gris. C'est en fait une multiplication de matrice. En multipliant ma matrice, je vais faire ma transition et passer du vecteur n-3, n-2, n-1 au vecteur suivant, n-2, n-1, et puis le n-3 plus n-2 plus n-1. Et le fait de l'avoir écrit en matrice, c'est super cool. Déjà, on se la pète, on montre une matrice sur un PPT, c'est pas mal. Et puis, les multiplications de matrices, elles sont associatives. Donc, aller chercher l'étape d'après de l'étape d'après, je peux l'écrire de 2 façons, en bougeant mes parenthèses. Et en bougeant mes parenthèses, je vais avoir d'abord la multiplication de A par elle-même. Et pour aller vers l'étape n, je vais avoir simplement à élever ma matrice à la puissance n. Et élever quelque chose à une certaine puissance, on y arrive de façon très efficace, avec un algo qui s'appelle l'exponentiation rapide. La puissance 1, je retourne directement ma valeur. Sinon, si je suis pair, eh ben, ça va être, je divise la puissance que je cherche par 2, j'en prends la moitié, et je lève mon truc au carré, et voilà. Et en impair, il y a une petite multiplication en plus à faire. Et donc, en exponentiation, ça s'écrit avec, je définis ma matrice, et puis je lève à la puissance, et je vais chercher le résultat dans ma matrice, et c'est très efficace. À chaque étape, quand je calcule ma puissance, je divise la puissance que je cherche par 2, donc on va être sur un log de n, et ça c'est bien. Problème résolu. Voilà ce que ça donne. Bien. On va aller à la bibliothèque. Parce que j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup les beaux livres. Et en particulier, j'ai dans mes souvenirs les livres de Jules Verne qui étaient des livres vieux, avec des belles couvertures. Et ça me plaisait beaucoup. Donc, c'est pour ça que le dernier problème que je vais vous raconter, on ne va pas partir d'un roman, mais on va parler des romans. Je souhaite faire une exposition avec tous les livres que j'ai. Je vais les mettre sur un grand rectangle. Je vais prendre des tables, et je vais les mettre sur les tables, et je vais faire un grand rectangle de 1 mètre par 20 mètres. Et je vais faire un joli pavage avec les couvertures qui sont magnifiques. Et la question que je me pose, mais combien de pavages différents je peux réaliser? Un petit exemple, une petite table, un petit guéridon de 50 par 60. Ça fait une grille de 5 par 6. Et là, je vous propose 2 arrangements possibles. Et puis, je vais vous demander ce que vous en pensez aussi. Alors, cette fois-ci, il y a 4 possibilités. Sur mon petit guéridon de 50 cm par 60 cm, où je mets mes livres qui font 10 par 20, de combien de façons différentes possibles je peux les disposer, en remplissant tout l'espace sans faire de trous? Qui pense plutôt 433? Ouais. Qui est plutôt à 1183? Ouais. 9411? Ouh, celui-là a beaucoup de succès. Et 75 334? Je crois que tu es tout seul.
Alors, comment on fait pour résoudre un tel problème? La programmation dynamique, j'espère commencer à vous avoir montré qu'on va chercher à construire des sous-problèmes, puis ensuite on va itérer sur tous les sous-problèmes et on va garder la solution qui nous intéresse. Alors, comment découper ce truc en sous-problèmes? On va avoir envie de le couper sur une colonne. On voit bien qu'il y a des colonnes et des lignes. On va les couper sur les colonnes. Hop, je coupe, et puis comme ça, je me retrouve avec un problème plus petit. Le petit problème, c'est que quand j'enlève ma colonne de livre, là, il y a un livre qui est sur 2 colonnes à la fois, je me retrouve avec un trou. Le sous-problème est légèrement différent de mon problème originel. Par chance, c'est pas très grave, ça veut juste dire que l'état, il est plus grand, il doit tenir compte que ma disposition sur ma colonne, elle a un trou à un endroit. Donc voilà mon sous-problème. Je suis dans une configuration avec peut-être des trous quelque part, et puis je vais coller le nombre qui est possible sur le nombre de colonnes qui est restant. Je vais introduire un tout petit peu de notation, parce que comme on est informaticien, on aime bien les notations aussi. Je vais noter 0 quand c'est vide, 1 quand c'est occupé. Et ça me permet d'avoir comme ça sur mes 5 lignes, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. C'est une écriture binaire, donc je vais l'appeler 0 et 4, ce sera plus facile et plus rapide à dire. Et donc à chaque fois, une disposition particulière sur une colonne, ça va équivaloir à transformer un nombre d'entrées vers quel est l'impact sur la colonne d'après, un autre nombre, tout simplement. Donc pour le 0, j'ai ces 8 façons différentes d'organiser mes livres, avec de temps en temps horizontalement, verticalement. Et je vous ai mis l'écriture à chaque fois en binaire au-dessus. Pour le 1, j'ai la première case qui est occupée, sur laquelle je ne peux rien faire. Et donc j'ai une contrainte supplémentaire. Pour le 4, avec la case du milieu qui est prise, j'en ai d'autres. Et pour le 27, où j'ai toutes les cases qui sont prises sauf celle du milieu, j'ai qu'une seule possibilité. Si j'ai qu'un seul emplacement pour mettre mon livre, il sera forcément à l'horizontale à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite de nos sous-problèmes? Cette fois-ci, on n'est pas sur un problème d'optimisation où on chercherait un minimum ou un maximum, mais on cherche une énumération, donc on va devoir faire la somme, tout simplement, sur l'ensemble de nos sous-problèmes. La récurrence, version mathématique, j'ai la somme sur tous les successeurs, et puis les conditions aux limites. Ce que je cherche, c'est que je n'ai pas de livre qui déborde, donc quand je n'ai plus de colonne disponible, il faut que je sois avec aucun livre qui déborde, donc c'est ce D de 0, 0 qui va vouloir 1, et puis tous les autres qui vont être à 0. Il y a quand même un petit souci, là j'ai été un peu rapide sur je trouve les successeurs de chaque combinaison, et puis là je l'ai fait sur une petite grille où j'avais que 5 cases. Le problème original, il y en a 10. Je n'ai pas envie de le faire à la main. Et ça, c'est aussi un problème de programmation dynamique. Explication. J'ai ma colonne. Là, j'ai choisi le 4. Je commence par faire une première hypothèse. Je vais essayer de poser le livre à l'horizontale en haut. Et donc, j'ai cette case qui a été occupée, et je me retrouve avec un sous-problème où j'ai les 4 cases suivantes. Donc j'ai bien mon sous-problème qui est le plus petit que celui précédemment, et dessus je vais pouvoir continuer à faire mes hypothèses, et ainsi de suite, 3 cases, 2 cases, et je peux construire ainsi l'ensemble des possibles sur chacune de mes combinaisons d'entrée. Et donc pour le fameux 4, je me retrouve avec les 4 possibilités qu'on retrouve, et à chaque fois, j'ai une écriture qui est un peu plus compliquée à cause de cette écriture binaire que je vous ai proposée pour aller définir le nombre qui correspond au successeur. On a bien des sous-problèmes qui se chevauchent et qui vont permettre d'utiliser la programmation dynamique et un cache pour notre algorithme. Donc les sous-problèmes,
ça va être sur ma colonne, qui est de taille n. Pour une combinaison en entrée, je vais calculer les combinaisons I' de la colonne réduite. Et ce I', il doit tenir compte du fait que j'ai peut-être mangé une case avec un livre vertical. C'est pour ça que je dois mettre à jour les combinaisons pour les suivantes. Cette fois-ci, on n'est plus dans une recherche de minimum ni de maximum, on n'est pas non plus dans une somme, on va voir l'union, parce qu'on veut avoir l'ensemble des possibles. Désolé, la récurrence est dégueulasse, parce que l'écriture binaire fait que j'ai des 1, des fois 2, des divisé par 2. Mais ça s'écrit quand même, le code n'est pas beaucoup mieux que la récurrence. Dans les choses qui sont... Non, il n'y a rien d'intéressant. Mais on peut arriver à l'algo complet, où là j'ai ma partie bootstrap, où je vais d'abord aller chercher tous les successeurs de toutes mes combinaisons possibles. Et puis après, j'ai mon algo très classique, récursif. Là, je vous l'ai mis un peu plus gros avec le cache. Et celui-là est beaucoup plus simple que celui qui cherche à trouver de nos successeurs. On a très facilement l'ordre sur les n, parce qu'on a vu que le n, c'est le nombre de colonnes restantes à remplir. Donc on commençait de n qui était avec l'ensemble, et puis on finissait à 0. Et peu importe le i, dans quel sens on fait nos combinaisons. Ça nous donne un ordre qui va nous permettre de l'écrire en itératif également. Donc là, j'ai mon cache, mon tableau à 2 dimensions. Et je vais calculer donc, avec mon m qui est croissant pour l'ensemble de mes colonnes, et puis j'itère sur toutes les combinaisons possibles et tous leurs successeurs pour mettre à jour mon cache. Je remarque encore que quand je calcule, je n'ai besoin que de la ligne d'avant de mon cache, et donc on peut réduire notre état et notre cache pour garder qu'une seule ligne à notre tableau. Et donc voilà, on a quand même un très grand tableau. La complexité, elle est un peu plus compliquée à trouver, en particulier parce qu'on a un certain nombre de combinaisons possibles de 0 et de 1. Et donc pour une taille de n lignes, on va avoir 2 puissance n possibilités. Et le nombre de colonnes, lui, il va être linéaire. Donc on est m fois 2 puissance n au carré. Pourquoi au carré? Parce qu'on part des combinaisons d'entrée et on doit itérer aussi sur les combinaisons de sortie. Voilà. On appelle ça pseudo-polynomial. On considère là que le n il est à peu près constant et petit, mais il est quand même présent, donc on ne peut pas être sur du polynomial, on est sur du pseudo-polynomial. Donc c'est bien sans être top. Hein. Ce 2 puissance n, il est quand même très très méchant. Oups, encore une matrice. Ouais, je vous ai mis les 1 en noir, il n'y en a pas beaucoup. Mais effectivement, je passe d'un vecteur de nombre à un autre vecteur de nombre, c'est une multiplication matricielle. Et de la même manière, là je vous ai montré le 4, et on retrouve ses successeurs 0, 3, 24 et 27 qui sont alignés. Et on va pouvoir faire nos multiplications de matrices pour trouver les successeurs des successeurs des successeurs des successeurs. Vous connaissez l'histoire, exponentiation rapide. Donc là, j'ai ma matrice que je vais remplir à partir des successeurs que j'ai trouvés, et de là, je vais pouvoir l'utiliser pour faire l'exponentiation et trouver mon résultat. La complexité est là, cette fois-ci, différente. Une multiplication de matrice, quand j'ai une matrice qui fait n, ça va être du n cube. Et donc là, j'ai du 2 puissance n au cube en facteur constant. Et par contre, je suis tombé sur un log de m sur l'autre dimension. Donc là, dans les petits cas, on va être beaucoup moins bon. Il faut déjà qu'on ait un m qui soit très grand pour que le log compense le fait qu'on soit passé au cube sur le 2 puissance n. Ah mais oui, je vous avais posé une question. Vous vous souvenez de ce que vous aviez imaginé? C'est 1183 possibilités sur une petite table, une petite grille de 5 par 6. Donc 75 000, désolé, mais t'étais un peu loin. Et donc,
pour un grand rectangle de 1 mètre par 20 mètres, cette fois-ci, on a ce grand nombre-là. Vous pouvez vous dire, mais tout à l'heure, quand on était avec le Nautilus, on avait un nombre beaucoup plus impressionnant. 20 mètres, c'est que le 200e élément. Et donc déjà, à 200 éléments, on arrive à ce niveau-là. Épilogue. Ah oui, je vous avais parlé de ça tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu le tilt qui fait que de ce problème, vous avez une compréhension d'un seul coup naturelle et que vous voyez tout de suite quel est le sous-problème, en particulier qui doit être indépendant des autres? Je vais vous aider parce que je suis sympa. Donc mon sous-problème, ça va être à un moment donné. À un moment donné, je suis forcément présent sur une de ces courbes, et puis je dois me souvenir de depuis combien de temps j'y suis, quels étaient mes derniers changements. Et donc j'ai 3 variables, la courbe sur laquelle je suis, la date du dernier changement et la date de l'avant-dernier changement. Ça me fait un cube qui correspond à mon état en 3 dimensions, que je vous ai présenté en super jolie couleur, où j'ai toutes les possibilités de 0 à 23 sur un des changements, dans l'autre dimension de 0 à 23 sur l'autre changement, et puis sur la hauteur, les 5 possibilités possibles. Et à partir de là, j'ai ma condition de récursion qui est triviale à écrire, évidemment, et qui permet de résoudre le problème. Ça s'est à peu près passé comme ça, et j'ai dû expliquer à mon chef de projet ce que j'avais fait, et là c'était compliqué. À retenir, à mémoriser. Mémoriser, parce que ça, c'est ce qu'il faut retenir dans sa tête. Ne l'écrivez pas sur un bout de papier que vous allez jeter ou un mémo, c'est à mémoriser. La programmation dynamique, on cherche à définir des sous-problèmes, et c'est souvent là l'étape la plus difficile. Le principe, c'est qu'il va tester toutes les possibilités de tous ces sous-problèmes, et dans les cas d'optimisation, qui sont souvent ceux qu'on voit sur ces problématiques, on va garder le meilleur. Dans tous les autres cas, les sommes, les unions, c'est des choses un peu différentes. Une fois qu'on a tout testé, on doit vérifier cette histoire de graphe que je n'ai pas des cycles dedans. Je n'en ai pas parlé, mais il faut vérifier qu'on n'a pas des cycles. Si on n'a pas de cycle, ça veut dire qu'on a un ordre topologique, parce qu'on aime bien les gros mots, mais surtout un ordre topologique, ça veut dire qu'on va pouvoir le faire de façon itérative. Et ça, moi qui suis développeur Java, c'est cool, parce que la récursion en Java, c'est... Bon, il paraît qu'en Python, c'est pas beaucoup mieux non plus. Et dans les vôtres, je ne sais pas. Mais bref, c'est souvent plus efficace d'écrire de la façon itérative pour éviter la récursion quand on a des stacks qui pourraient exploser. Les plus feignants ont juste à retenir ça, récurrence plus mémorisation, et ça sert déjà à briller en société. Et surtout, la programmation dynamique, ce n'est pas un algo, c'est une méthode pour écrire un algo. Et c'est pour ça qu'on a eu 3 algos très différents, même 4, et à chaque fois, c'est de la programmation dynamique. Une chose importante, penser aux états, se dire à telle étape, quel est l'état, quelles sont les informations dont j'ai besoin pour aller compléter les sous-problèmes. Et penser aux états, ça moi j'aime beaucoup parce que je suis développeur, et penser aux états, aux domaines, à savoir si je suis avec effet de bord, sans effet de bord, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bref, j'ai dérapé, mais penser aux états, c'est important. Trouver des noms cool, mine de rien, si ça ne s'était pas appelé programmation dynamique, il y a peu de chances que j'en fasse un talk aujourd'hui avec vous. Et nommer les choses, c'est aussi très important au quotidien. Ça n'a strictement rien à voir ni avec la programmation orientée objet ou fonctionnelle ou impérative. Ce n'est pas de la même programmation dont on parle. Et George Santayana, un écrivain américain, a écrit ça quelque part dans un bouquin, et ça marche très bien sur la programmation dynamique. Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. Donc je vous encourage vivement à vous souvenir du passé, à grandir en expérience et à continuer le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Et pour cette présentation, j'ai utilisé LaTeX pour toutes les formules de maths
Babel, Excalibur pour tous les schémas, le Java pour tout le code, le DevFest et ses magnifiques illustrations, et les icônes de le truc qui est en bas. Merci beaucoup.